Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 19 août. 683e jour de l'agression génocidaire contre la bande de Gaza, l'entité sioniste fait plus de 50 martyrs dans différentes régions de l'enclave palestinienne, particulièrement dans la ville de Gaza qu'elle envisage d'occuper. Le mouvement de résistance palestinien Hamas dit avoir approuvé un accord proposé par les médiateurs, notamment qataris, prévoyant une trêve de 60 jours en échange de la libération de 10 détenus vivants, en plus d'un retrait partiel des forces de l'entité sioniste. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message à la veille de la célébration par l'Algérie de la journée nationale du Moudjahed, commémorant le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Souma, mais souligne une étape marquante de la lutte où l'armée de libération se distingua par sa bravoure. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental condamne les graves violations commises par l'occupation marocaine contre les défenseurs sahraouis des droits humains, appelant les organismes internationaux à intervenir d'urgence pour protéger ces militants dans les territoires occupés. Et puis au lendemain des rencontres à Washington entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens, le président américain annonce préparer une rencontre entre le président russe et ukrainien. Vladimir Poutine proposerait Moscou pour l'abriter, une invitation déclinée par Kiev selon plusieurs médias. Bonsoir à tous. L'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 683e jour consécutif. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs, dont ceux qui attendaient de recevoir des aides humanitaires suite à de nouveaux bombardements des forces de l'entité sioniste visant plusieurs régions de l'enclave palestinienne. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 60 martyrs et 343 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'élève à 62 064 martyrs et 156 573 blessés. Et plus de 50 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés dans différentes régions de la bande de Gaza visées par des frappes des forces de l'entité sioniste. Parmi ces victimes, au moins 7 Palestiniens sont tombés en martyrs alors qu'ils attendaient de recevoir des aides humanitaires. Une frappe des forces de l'entité sioniste a touché des tentes de déplacés dans la zone d'Al-Mawassi, à l'ouest de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, faisant au moins 8 martyrs et des dizaines de blessés. Les victimes ont été évacuées à l'hôpital Nasser à Khan Younes. La nuit, alors que nous dormions paisiblement, nous nous sommes réveillés sous les tirs, des tirs violents. Nous nous sommes assis et avons vu des éclats d'obus partout, des éclats de verre et nos voisins qui étaient morts. Nous étions en sécurité, nous avons été déplacés d'un endroit à l'autre parce qu'ils disaient que la zone d'Al-Mawassi était sûre, que nous étions dans une zone sécurisée. Ils sont morts et pas seulement eux. L'attaque a aussi touché les voisins. Certains sont morts en martyrs, d'autres ont été blessés. Et je suis moi-même blessé. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Dieu me suffit et est le meilleur pour gérer mes affaires. Les bombardements se sont particulièrement intensifiés ces derniers jours sur la ville de Gaza et ses environs que les forces de l'entité sioniste envisagent occuper en mettant à exécution un large plan militaire, un plan qui condamne 1 million de Palestiniens supplémentaires au déplacement forcé. Maria Choyer. Au milieu des ruines, les routes sont saturées, des voitures bandées, des camions surchargés, des carrioles tirant ce qui reste d'une vie presque achevée. Des images qui racontent une nouvelle page de l'Exode. 1 million de Palestiniens supplémentaires pourraient être contraints de quitter leur foyer. Un déplacement forcé
qui ne vient pas seulement en conséquence au bombardement, mais qui est le reflet d'un projet plus large, la volonté de l'occupant sioniste de prendre le contrôle sur la bande de Gaza. Je suis déplacé de Beit Hanoun depuis 2 ans, d'abord vers le camp de Jabalia, puis vers Gazaville. Nous ne pouvons plus être déplacés maintenant. Nous préférons mourir ici. Nous y resterons jusqu'à notre dernier souffle. Je ne peux même pas penser au déplacement, même si je meurs ici. Je vais vous dire 2 mots que je dis toujours. La terre sur laquelle nous vivons est imprégnée du sang palestinien. Nous ne pouvons plus être déplacés. Une même phrase qui revient sur toutes les lèvres. Malgré les bombardements incessants, malgré la faim, les Palestiniens refusent aujourd'hui de céder. Pour eux, chaque déplacement est une tentative d'effacement. Chaque ordre d'évacuation, une blessure de plus. Alors par dignité, ils choisissent de résister. Nous n'avons pas les moyens d'être à nouveau déplacés. Soit ils nous tuent ici, soit ils nous abandonnent. Nous n'avons pas de nourriture comme les autres, ni d'eau, et nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons ni les moyens financiers, ni la capacité psychologique. Même un lieu sûr est impossible à trouver. La mort est omniprésente et cela ne fait aucune différence. Je ne suis pas prête et tout le monde doit l'entendre. À Gaza, ce n'est pas juste une terre qu'on défend. C'est une identité qu'on protège envers et contre tout. Car même si l'occupation peut détruire des murs, affamer des familles, raser des villes, elle n'a pas encore trouvé l'arme capable d'effacer la mémoire, l'attachement et la dignité d'un peuple qui refuse de disparaître. Au volet diplomatique, je vous en parlais en titre, le mouvement de résistance palestinien Hamas a dit avoir approuvé un accord de trêve proposé par les médiateurs qataris et égyptiens. En attendant l'approbation de l'entité sioniste, le ministre qatari des Affaires étrangères a estimé vital qu'une trêve soit rapidement conclue. Nous avons reçu la réponse du Hamas et comme je l'ai mentionné, nous la considérons comme positive. Elle est quasiment identique à ce qui avait été convenu précédemment par Israël. Cependant, nous attendons toujours la réponse d'Israël à cette proposition que nous avons reçue. Nous nous trouvons à un moment véritablement humanitaire. Si nous ne parvenons pas à un accord maintenant, nous risquons une catastrophe humanitaire qui fera paraître insignifiantes les catastrophes qui l'ont précédée. Et toujours selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, cet accord est un excellent compromis. Il prévoit dans un premier temps une trêve de 60 jours, en échange notamment de la libération de 10 détenus vivants, en plus d'un retrait partiel des forces de l'entité sioniste. Cette proposition représente à nos yeux la meilleure option possible pour mettre fin au bain de sang de nos frères dans la bande de Gaza, notamment dans le contexte de l'escalade militaire en cours et des plans que nous connaissons et dont nous entendons parler dans les médias. Par conséquent, cette proposition comprendra un plan pour parvenir à un accord global mettant fin à la guerre. Elle comprend également un cessez-le-feu temporaire de 60 jours. Durant ce cessez-le-feu, un certain nombre de prisonniers et d'otages seront échangés. Outre le redéploiement israélien dans le cadre de cet accord, une aide humanitaire plus importante sera fournie conformément aux dispositions de l'accord. Et en attendant la conclusion d'une trêve, la situation humanitaire continue de se détériorer dans la bande de Gaza à cause du blocage par l'entité sioniste de l'entrée des aides humanitaires. Au moins 3 nouveaux décès dus à la malnutrition et à la famine ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant à 266, dont 112 enfants, le nombre des victimes de l'affamement imposé par l'occupation sioniste. La famine se généralise à toute l'enclave palestinienne. Seulement des quantités infimes d'aide humanitaire parviennent à passer les multiples barrages imposés par les forces de l'entité sioniste. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a porté l'entière responsabilité du risque de famine généralisée au blocage exercé par l'entité sioniste. The risk of starvation is everywhere in Gaza.
Le risque de famine est omniprésent à Gaza. C'est la conséquence directe de la politique de blocage de l'aide humanitaire menée par le gouvernement israélien. Ces dernières semaines, les autorités israéliennes n'ont autorisé l'entrée d'aide qu'en quantité bien inférieure à ce qui serait nécessaire pour éviter une famine généralisée. Atteindre les maigres réserves disponibles peut s'avérer une quête mortelle. Depuis le 27 mai et jusqu'au 17 août, nous avons recensé 1857 Palestiniens tués alors qu'ils cherchaient de la nourriture, dont 1021 à proximité des sites de la Fondation humanitaire pour Gaza et 836 sur les routes des camions de ravitaillement. La plupart de ces meurtres semblent avoir été commis par l'armée israélienne. Most of these killings appear to have been committed by the Israeli military. Une autre forme de violence sévit à Gaza, celle à caractère sexuel. L'Algérie a appelé d'ailleurs à mener des enquêtes indépendantes sur toutes les allégations de violence sexuelle liées au conflit lors d'une séance d'information et de débat au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la protection et la sécurité des femmes contre la violence sexuelle dans les conflits. Sarah Driouche, membre de la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies à New York, a réitéré la nécessité de prendre des mesures concrètes en matière de responsabilité, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs, soulignant que personne n'était au-dessus du droit international. Concernant la situation dans les Nations Unies ont avéré 12 incidents de violences sexuelles liés au conflit perpétrés par les forces de sécurité et forces armées israéliennes. Il évoque aussi 2 cas de viol et 4 incidents de violence génitale contre des hommes palestiniens perpétrés par des forces israéliennes. Le rapport indique que la commission d'enquête a également reçu des informations crédibles faisant état de détenus victimes de brûlures à l'anus. Et pourtant, Israël n'est pas ajouté à la liste des parties soupçonnées de perpétrer des violences sexuelles liées à un conflit. Les mots ne suffisent pas, il faut agir. Voilà ce que demande l'Algérie. Des enquêtes indépendantes pour faire la lumière sur toutes les allégations de violences sexuelles liées au conflit, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs de ces crimes, afin de montrer que personne n'échappe au droit international. Je vous en parlais en titre, l'Algérie s'apprête à célébrer demain la journée nationale du Moudjahid, commémorant le double anniversaire de l'offensive du Nord constantinois et du congrès de la Soumam le 20 août 1955 et 1956. À la veille de cette journée, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message dans lequel il a notamment souligné que la célébration de la journée du Moudjahid était l'occasion de se remémorer le 70e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois, étape marquante de la lutte où l'armée de libération se distingua par sa bravoure. La célébration de la journée du Moudjahid est l'occasion de se remémorer le 70e anniversaire de l'offensive du Nord constantinois, cette étape marquante de la lutte où l'armée de libération se distingua par sa bravoure, révélant la capacité des vaillants moudjahidines à infliger à l'armée coloniale des pertes lourdes et cuisantes, ainsi que leur détermination inflexible à anéantir ces forces puissamment armées en imposant à l'ennemi le lieu et l'heure de la confrontation militaire, ce qui a eu pour effet de propager l'écho de la révolution du 1er novembre 1954, dont les épisodes sanglants étaient désormais connus par le monde entier et dont les victoires militaires sur le terrain et les réalisations politiques dans les tribunes et les forats internationaux retentissaient aux 4 coins du monde. Et pour le président algérien, la commémoration de ce double anniversaire est aussi l'occasion pour se remémorer les immenses sacrifices et les terribles épreuves et souffrances endurées par le peuple algérien. La commémoration de ce double anniversaire est l'occasion pour nous de nous remémorer les immenses sacrifices et les terribles épreuves et souffrances endurées par le peuple avec courage et résilience dans la guerre impitoyable et acharnée qu'il livra avec une foi inébranlable en la victoire, en la justice et en la liberté. C'est également l'occasion pour nous de renouveler notre serment aux Shuhada et aux Moudjahidines
et de réitérer notre fidélité au message éternel de novembre dans une Algérie bâtie par la volonté des patriotes attachés à la préservation du legs, une Algérie majestueuse et forte, soucieuse de l'indépendance de sa décision et de sa souveraineté, et qui avance vers les objectifs du développement durable et qui en font un pays en plein essor, porteur de bien-être et de prospérité. Toujours en Algérie, justice, le procureur de la République près le tribunal d'Al-Baïda à Alger, Rostom Mansouri, a annoncé ce mardi le placement en détention provisoire de 4 individus soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire de la chute d'un bus dans Oued El Harrach, dans la capitale. Lors d'une conférence de presse tenue au siège du tribunal, le procureur de la République a précisé que des mandats de dépôt avaient été ordonnés contre le chauffeur du bus, le receveur, le propriétaire du bus et le contrôleur technique qui a délivré les documents techniques autorisant l'exploitation du véhicule. Le procureur a indiqué que l'enquête se poursuivait pour faire toute la lumière sur cette affaire, assurant que la justice engagera des poursuites contre toute personne dont la responsabilité dans ces faits sera établie. Sahara occidental, la militante française des droits de l'homme Claude Mangin a tenu à rendre hommage au militant sahraoui Ibrahim Al-Sabbar, décédé le 14 août dernier. Dans son témoignage recueilli par Al24 News, Claude Mangin a salué le parcours d'un homme engagé, prêt à mettre sa vie en danger pour étaler au grand jour les souffrances qu'inflige l'occupant marocain au peuple sahraoui. فهو بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبها منذ 5 عقود في الصحراء الغربية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تعتبر وفق القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جرائم. Comme tous ses amis, nous regrettons de ne pas l'avoir revu vivant, puisque, comme vous le savez, depuis de janvier 2014, toute personne solidaire avec le peuple sahraoui s'est interdit d'entrer au Sahara occidental, qui est une vaste prison à ciel ouvert, où ils sont enfermés non seulement au Sahara occidental, mais ils sont aussi enfermés dans leur maison sous la surveillance permanente de personnes en civil et de caméras. Donc, nous regrettons, comme pour bien d'autres qui sont partis avant lui, de ne pas pouvoir fêter la libération. Mais bien sûr, nous reprendrons le flambeau. Nous continuons de prendre le flambeau que nous a laissé Ibrahim avec sa gentillesse, sa détermination et sa grandeur d'âme. Dans ce même contexte, le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, CODESA, a condamné les graves violations commises par l'occupation marocaine contre les défenseurs sahraouis des droits humains, appelant les organismes internationaux concernés à intervenir d'urgence pour protéger ces militants dans les territoires occupés. L'ancien Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a été inculpé et emprisonné ce mardi pour atteinte aux biens publics, faux, usage de faux et placé sous mandat de dépôt. Aucune date n'a été fixée pour son procès. Choguel Maïga était en garde à vue depuis une semaine. Les grandes lignes de l'action gouvernementale pour respecter les différentes. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky assis à la même table dans 2 semaines. C'est en somme l'aboutissement des entrevues d'hier ayant réuni à la Maison-Blanche Donald Trump avec son homologue ukrainien et plusieurs dirigeants européens. Cette rencontre déjà en préparation serait suivie d'un sommet tripartite réunissant les présidents américains, russes et ukrainiens pour dessiner les contours d'une paix durable en Ukraine. Souhila Kilal.
Deux sommets de haut niveau en l'espace de 4 jours, dont un historique. Vous l'aurez compris, la référence est faite à la rencontre Trump-Poutine en Alaska, où dès la descente de l'avion, le monde a pu voir l'accueil chaleureux réservé au président russe par son homologue américain. Un protocole qui a pris de court plus d'un et fait grincer des dents les dirigeants européens, tenus à l'écart ce fameux 15 août. Même si aucun accord n'a été conclu, des progrès considérables ont été enregistrés. Mais ce qui est à retenir, c'est que ce sommet a permis à Vladimir Poutine de passer de l'image de paria que l'UE et l'ancienne administration américaine se sont appliquées à lui coller à celle d'invité de marque sur le sol américain, accueilli comme leader mondial, partenaire et ami. La Russie est ressortie revigorée de ces 2 jours. Poutine est rentré chez lui convaincu d'avoir remporté une victoire majeure. Que signifie cette victoire ? Eh bien, il a eu la gloire et la reconnaissance d'être aux côtés du président Trump et de montrer aux Européens ce qui est très important, qui ne peut être isolé. Le message qui est désormais transmis aux Russes est le suivant. En Europe, on essaie de nous isoler, on essaie de nous éviter, mais nous voilà de retour sur la scène internationale, et ce de manière significative. C'est donc une image très positive du président Poutine. Cette tendance s'est confirmée 3 jours après lors de la rencontre Trump-Zelensky en présence de plusieurs dirigeants européens. Trump n'a pas hésité à interrompre cette réunion pour appeler son homologue russe pour le tenir informé des avancées de la réunion en cours et avoir son avis certainement. Un acte qui en dit long sur le degré d'entente entre les deux hommes. Donald Trump a d'ailleurs exprimé son optimisme, estimant qu'un accord de paix était réalisable. Le sommet de l'Alaska a renforcé ma conviction que malgré les difficultés, la paix est à portée de main. Je crois qu'un accord de paix à l'issue de tout cela est tout à fait faisable et cela peut se faire dans un avenir proche. Si pour Trump, la paix est réalisable du côté de Zelensky et des dirigeants européens qui l'accompagnaient, l'accent a surtout été mis sur les garanties de sécurité de l'Ukraine proposées par les États-Unis dans tout accord visant à mettre fin au conflit. Des garanties qui seraient formalisées sur papier dans les 10 à 15 jours à venir, selon Zelensky. Les garanties de sécurité seront probablement détaillées par nos partenaires et de plus en plus de détails apparaîtront. Tout cela sera formalisé sur papier d'ici 1 semaine à 10 jours. La réunion a été positive et constructive. Il y avait un réel sentiment d'unité entre les dirigeants européens présents, le président Trump et le président Zelensky, concernant les garanties de sécurité selon lesquelles la coalition des pays volontaires, soit 30 pays déjà engagés dans la coopération sur les garanties de sécurité, collabora désormais avec les États-Unis sur ces garanties. Le président américain Donald Trump a proposé à nouveau un sommet trilatéral entre Poutine, Zelensky et lui-même pour parvenir à un accord de paix. Si le président ukrainien s'est dit favorable à cette rencontre, le Kremlin ne s'est pour l'heure pas encore exprimé officiellement. Le Kremlin qui a confirmé ce mardi que le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump avaient bel et bien discuté de l'idée de relever le niveau des représentants lors des négociations sur l'Ukraine, lors d'un appel ayant duré 40 minutes à la suite de la rencontre du dirigeant américain avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Où se déroulera l'entretien en préparation entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine ? Eh bien, d'après plusieurs sources proches du dossier, le président russe aurait proposé à son homologue américain Donald Trump que cette rencontre se tienne dans la capitale russe, Moscou. Or, selon plusieurs médias, le président ukrainien aurait d'ores et déjà décliné une telle proposition. Pour sa part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé ce mardi qu'il était clair lors du sommet américano-russe de vendredi en Alaska que le président américain Donald Trump et son équipe souhaitaient sincèrement parvenir à une paix durable et à long terme en Ukraine, contrairement aux dirigeants européens. Le président Trump et son équipe, notamment après la réunion en Alaska, ont adopté une approche beaucoup plus approfondie pour
Résoudre cette crise, conscient de la nécessité d'éliminer les causes profondes, c'est ce que nous et le président Poutine avons toujours affirmé. L'une de ces causes profondes est la sécurité de la Russie. Les engagements pris envers nous pour empêcher l'expansion de l'OTAN vers l'Est sont systématiquement violés depuis des décennies. Le président a souligné à plusieurs reprises qu'après ses promesses, 5 vagues d'expansion de l'OTAN ont eu lieu. Et la Suisse offrira l'immunité au président russe Vladimir Poutine malgré le mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à condition qu'il vienne pour une conférence de paix. C'est ce qu'a assuré ce mardi le ministre suisse des Affaires étrangères Ignacio Cassis. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.